il leur est souvent reproché de ne pas avoir des projets viables, bancables, sérieux, qui pourraient les aider à trouver ce que les autres appellent les sponsors ou des accompagnateurs financiers. Les jeunes sont donc mis au banc des accusés. Mais la question que nous nous posons est de savoir pourquoi les établissements financiers, en l'occurrence les banques, sont parfois réticents à accompagner les projets des jeunes. Parce que des jeunes, il en existe qui ont des projets très sérieux, des projets, je dirais même, très rentables. Mais faute de financement, ils baissent les bras. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous faisons le débat avec des personnes vraiment qui sont autorisées à en parler, qui ont de l'expérience en la matière et ils sont déjà à nos côtés, je vais dire, d'une certaine façon. Bien sûr, ils sont déjà là, prêts à intervenir, à répondre à nos questions. Et nous présentons déjà celui que nous avons avec nous sur ce plateau, Patrice Alakpator, je dirais simplement homme d'affaires. Merci d'être là. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, cher journaliste. C'est un plaisir de vous avoir. Oui. Et comme je le disais, il est le seul à être avec nous en studio. Au téléphone, nous avons l'économiste Nicolas Bosso qui va également répondre à nos questions. Merci, Madame Danonde. Monsieur Alakpator, merci d'avoir accepté notre invitation. À votre avis, nous allons vous poser la question tout de go comme ça. Est-ce que vous pensez, comme la plupart des Béninois, que les jeunes n'ont pas vraiment des projets qui pourraient intéresser les établissements financiers? Bien sûr, les jeunes, comme vous le voyez déjà et comme vous l'entendez, ça commence par la jeunesse. Nous tous, on n'a jamais commencé par exercer dans la vieillesse. On commence toujours dans la jeunesse. Tout à fait. Maintenant, bon, les jeunes ont souvent des projets très intéressants qui généralement comme ça, c'est des projets qui intéressent aux institutions bancaires. Mais du coup, il y a des conditions. Parce que on ne peut pas te donner de la facilité à la banque en l'air comme ça. Bien, tu dois présenter ton projet. Le projet étant présenté, il y a des conditions qui peuvent les amener à t'accorder des facilités. Quelles sont les conditions qu'ils avancent souvent, ces banques? Oui. Généralement, le plus costaud de ces conditions-là, c'est la disponibilité des garanties. Des garanties, ok. Des garanties. Généralement chez nous, on demande des parcelles, des immeubles, et tout. Donc, du coup, il y a aussi l'idée de la caution solidaire, caution personnelle et solidaire. Qu'est-ce que vous mettez dans la caution personnelle et solidaire? Caution personnelle et solidaire, c'est-à-dire que tu portes garant, parce que c'est une entreprise. Une entreprise est toujours rangée dans disons, des personnes morales. Des personnes morales. Oui. Et dès que tu as une institution bancaire se trouve face à une difficulté de non-paiement de la facilité octroyée, du coup, les débats juridiques commencent. On peut dire que, bon, moi, c'est pas moi directement qui a été indexé, c'est l'entité, c'est l'entreprise et tout. Donc, pour cela, ils prennent ils sont appelés à prendre des garde-fous en demandant à ce que tu portes caution personnelle et solidaire. Justement, à ce niveau, monsieur Alakpator, le jeune qui a envie d'entreprendre, le jeune qui a des rêves plein la tête et qui s'est assis, qui a rédigé son projet, et son projet est vraiment intéressant. Mais il n'a pas encore un patrimoine qui lui permette de fournir ces garanties. Est-ce qu'à partir de là, il n'est pas parti sur une base déséquilibrée? Oui, il y a aussi de ces faire, effectivement. Et vous êtes en train de soulever des trucs vraiment pertinents.
parce que à voir dans l'ensemble, on n'arrive pas à tamiser parce que tu peux présenter un bon projet, mais derrière ça, celui qui va diriger, celui qui va exécuter ce projet n'est pas doté d'une expérience professionnelle que cela se... donc du coup, tout ça là, ça met un peu de flou aux gestionnaires des banques et qui mettent un peu de tic dans ça, et sûrement pour avoir de garanties, pour voir que bon, si ça pète demain, qui il faut et comment il faut rentrer en possession de ces fonds-là. Ils sont obligés de demander des garanties. Mais je ne vous arrête pas, hein. Oui. Je veux bien qu'on parle un peu de votre expérience à vous. Aujourd'hui, Patrice Alak-Pator est présenté en tant qu'homme d'affaires. Certainement, les débuts, ça n'a pas été facile. Oui. Comment est-ce que vous êtes parti avec des garanties? Vos premières rencontres avec les banques, comment ça s'est passé? Bien sûr, avec des garanties, parce que à première demande, on te demande si tu as des garanties, tu dis à des titres fonciers. Ok. On va te le demander, mais il suffit de se lancer. La jeunesse que nous avons aujourd'hui, y compris moi-même, hein, je suis jeune. Bien sûr. On est d'accord avec vous. Donc la jeunesse que nous avons aujourd'hui est vraiment pressée. Monsieur Alak-Pator, avant de venir là, on ne vous coupe pas. Hein. On va recevoir le docteur Bossou Nicolas. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Ivan. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale par téléphone. Oui. Alors, vous êtes gestionnaire économiste. Dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer la réticence des banques à accompagner des projets des jeunes, des projets qui sont quand même intéressants, comme le dit M. Alak-Pator sur ce plateau? Oui, merci, monsieur le journaliste. Est-ce que nous allons appeler ça réticence? Les banques ont leurs règles. Et financer une activité aussi, ça doit suivre des règles. Bon, je suis d'abord étonné que vous parliez des projets intéressants. Si réellement le projet est intéressant et répond aux critères de la banque, c'est que la banque va accompagner. Et quels sont les critères de ces banques-là parce que si on fait l'émission, c'est parce qu'on a ces plaintes-là que vous-même vous reconnaissez. Les banques n'arrivent pas à financer les projets, notamment des jeunes. Oui. En fait, ici, nous sommes dans le cadre de financement intermédiaire. La banque se place ici entre les agents à capacité de financement, c'est-à-dire ceux qui ont un surplus qu'ils ont placé à la banque sous forme d'épargne, et les agents à besoin de financement, c'est-à-dire les jeunes dont vous êtes en train de parler. Oui. Donc les agents à besoin de financement, quand ils ont un projet, ils se rapprochent des intermédiaires financiers qui sont entre autres les banques, pour pouvoir bénéficier de leur accompagnement. Mais voilà, la banque a acheté, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent auprès des agents à capacité de financement pour revendre. Ça suppose quoi? Que la banque gère l'argent d'autrui. Donc, puisque c'est l'argent d'autrui qu'elle a acheté, il faudrait quand même qu'elle puisse sécuriser cet argent-là, parce qu'en son temps, et ceux-là qui sont les agents à capacité de financement doivent pouvoir entrer dans leurs fonds. Avec des intérêts, même si il faut ajouter. Allô? Avec des intérêts, il faut l'ajouter. Bien sûr, avec des intérêts, c'est clair. Donc, si ces banques-là s'amusent avec les fonds déposés par ces gens-là, comme je l'ai dit, eux, ils collectent les dépôts auprès des agents à capacité de financement sous forme d'épargne, qu'elles rémunèrent. Et cette rémunération, c'est de ça que vous avez parlé. D'accord. Qu'elles vont vendre plus cher dans un premier temps pour pouvoir rembourser au cas où ces agents à capacité de financement. Maintenant, si le projet des jeunes, ces projets-là ne sont pas bancables, ces projets ne sont pas rentables,
la banque ne peut pas se lever et financer. Monsieur Gossou, prenons le secteur agricole par exemple. Oui. Les banques, il est clairement apparu que les banques sont carrément réticentes à accompagner les projets des jeunes qui veulent s'investir dans le secteur agricole. Or, on nous dit que la terre ne ment pas. Si la terre ne ment pas, pourquoi les banques ont peur de financer les produits de la terre? Ok. La banque dit que la terre ne ment pas, c'est trop facile. La banque ne peut pas se baser sur une telle assertion et mettre en place un crédit. Ce serait dangereux pour elle-même. Puisque lorsque vous parlez d'agriculture, vous savez bien que nous n'arrivons vraiment pas à faire les cultures hors saison. Ce n'est pas trop développé chez nous. Mais là, ça veut dire que tout est basé sur les différents types de saisons que nous avons au Bénin. Mais si les données, avec les changements climatiques actuels, si les données changent, soyez-en sûrs, les gens vont chuter, les cultures vont chuter et les crédits vont entrer en impayé. Et quand ça entre en impayé, c'est la banque qui en souffre parce qu'elle ne pourra plus mettre en place les fonds de ces agents à capacité de financement qui ont épargné et qui doivent entrer dans leur fonds. C'est d'abord, en fait, le problème est d'abord là. Mais... Vous avez parlé d'agriculture. Là, moi, c'est vrai. L'agriculture, ça marche. Mais n'oubliez pas que ça peut ne pas marcher. Parce que nous espérons, nous regardons rien que la saison et rien que les saisons. Et il y a changement climatique. N'oubliez pas, dans ces conditions, les banques ont accepté de continuer à financer ces projets sans vraiment prendre du recul. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, d'accord, pour parler un peu des risques que vous semblez évoquer. Mais on revient sur le plateau avec M. Alakpator qui parlait des jeunes qui, à votre avis, aujourd'hui sont pressés. Pourquoi vous disiez une telle chose? Bon, les jeunes, je dis, les jeunes sont pressés et ils sont pressés de gagner, bien sûr, leur vie. Ils sont pressés de gagner leur vie, donc sous prétexte, et vous savez, quand ils sortent de leur formation, ils sont pressés, je le dis, parce que ils sont pas patients. C'est-à-dire, il faudrait que vous appreniez auprès de quelqu'un, par exemple. Auprès de quelqu'un pour acquérir les expériences professionnelles de votre profession qu'il faut. Mais ils sont pressés. Ils veulent tout de suite, quand ils sortent des écoles, ou bien quand ils sortent de leur formation, ils veulent tout de suite être libéral. Oui, mais c'est justifié, non? À l'école, on leur a donné les théories qu'il faut. Ils ont eu le temps d'avoir des grandes théories, de savoir que, bon, quand on prend, il faut le fournisseur, il faut le magasin, il faut ainsi de suite. Voilà, bien sûr, il y a ce qu'on appelle formation théorique et formation, bien sûr, pratique. C'est ça. Et tu peux avoir des gens qui peuvent faire des formations de tas, c'est-à-dire des formations qui ne nécessitent pas la théorie et qui peuvent être plus performants que ce qui s'apprend à l'école. Que ce qui s'apprend à l'école. Donc du coup, il faudrait que quand tu sortes de l'école, là, il faudrait que tu ailles faire la pratique auprès de ceux qui ont la main. Auprès de ceux qui ont la main. Comme ça, tu es doté d'expérience professionnelle qu'il faut afin de te lancer dans ce truc-là. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse. Quand tu prends aujourd'hui l'État qui lance, par exemple, un projet pour dire que le projet sera financé par tel institut, machin, tout le monde s'acharne. Tout le monde se jette dans ça. Que ça soit celui qui a l'expérience ou pas, on essaie de voir quelqu'un qui peut établir, parce que le projet ne peut pas nécessairement venir de toi-même. Le projet peut être établi par celui qui est armé dans ce domaine-là et présente un bon dossier, un bon projet. Donc cela ne suffit pas que quand tu présentes un bon projet, que la banque va d'office s'intéresser à ça. Il faudrait qu'il y ait des enquêtes. Des enquêtes autour et des questions autour
et voir aussi la banque doit s'appuyer sur des garanties. Si ça pète demain, comment je peux rentrer en possession de mes fonds? Monsieur Alakpator, vous semblez tout à l'heure évoquer la question du financement de l'État par rapport à ces projets-là. Alors, quand nous prenons le domaine agricole, à votre avis, qu'est-ce que l'État pourrait faire indépendamment des banques pour accompagner les jeunes qui ont la volonté disons, de s'ingérer dans la production agricole, par exemple? Bon, sur ce plan-là, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que, comme vous venez de dire, vous avez dit que la terre ne va pas, mais le doyen vous a quand même... Il a dit que, à un moment donné... la terre ment parce que là, par exemple, même pour financer un projet, il y a ce qu'on appelle budget prévisionnel et tout ça, la rentabilité, il faut calculer tout ça. Est-ce que nous avons des experts bien formés qui peuvent nous faire les projets de rentabilité des projets agricoles. Ça, il y a un petit point d'interrogation qui se situe à ce niveau. Mais quand tu prends un commerçant qui veut aller acheter et qui va revendre, tout de suite là, le gain est déjà immédiat presque. Donc du coup, tu peux quand même produire, et si c'est sur 2 hectares que tu as fait ta production, tu peux être en train d'espérer une rentabilité de 10 tonnes, de 10 tonnes de production, et finalement tu peux te retrouver à 2 tonnes. Parce que la pluie, entre-temps, a manqué au rendez-vous. Voilà, donc c'est dans le même temps, est-ce que là, parce que là nous parlons de ceux-là qui n'ont rien, qui n'ont pas les moyens, qui sont à la case départ, niveau 0. Raison pour laquelle je parlais tantôt de votre expérience à vous, et vous avez dit que vous avez démarré avec de la garantie. Et je me demandais, bon, vous avez eu les garanties là, ou ce sont les parents qui vous ont soutenu? Comment vous avez procédé? Je n'ai pas démarré tout de suite avec des emprunts à la banque. Ah, d'accord. Je n'ai pas démarré tout de suite avec des emprunts à la banque. Et comme on le dit souvent, moi-même, j'ai commencé quelque part. J'ai commencé mes expériences quelque part. Moi, je ne me suis pas lancé. Un peu comme ce que vous conseillez tantôt aux jeunes. Aux jeunes. Donc, il faudrait que tu ailles vers des gens professionnellement et tu dois acquérir des expériences auprès de ceux-là. Ceux qui ont déjà fait leur preuve. Petitement, tu peux commencer par faire ce truc-là. Même si tu as des projets, tu dois avoir des apports personnels. Si tu as ton projet, tu dois avoir des apports personnels. Ce que je constate chez la jeunesse aujourd'hui, les apports personnels n'y est pas. Mais ils vont trouver ces apports-là où? Raison pour laquelle moi je me demande je viens de dire tout à l'heure que moi-même j'ai commencé petitement. Et par là, tu peux quand même cotiser un peu pour avoir ces apports-là. Donc du coup, tu peux donner une garantie. Ça fait partie des garanties que les banques demandent. Par exemple, si tu prends l'histoire de CLCAM, qui est caisse locale de crédit agricole mutuel. Voilà des trucs. Quand tu crées l'institution dans un sens donné, parce que la mentalité joue, tu crées dans un sens donné, tu as créé juste pour aider les agriculteurs. Et nos mamans s'en vont là, passer de l'argent aujourd'hui, et ils s'en vont au marché avec. Et ils ont souvent, si vous regardez, ils ont des difficultés à faire ces remboursements-là. Parce que c'est dédié pour l'agriculture. Donc, une fois que la mentalité de ce prêt-là est là, et tu n'arrives pas à satisfaire réellement ce pourquoi toi, tu es parti faire ces emprunts-là. Parce qu'on dit que la caisse est là pour financer les agriculteurs. Et toi, tu prends ça, tu vas au marché. Donc, ça veut dire que ce n'est rien que... C'est un sens de détournement qui ne dit pas son nom. Donc, du coup, tu auras des difficultés à faire tout là après. Et la jeunesse que nous avons aujourd'hui, ils peuvent mettre des projets bien propres devant. Et ils peuvent avoir ces emprunts-là. Et
Et finalement, il peut contourner, commencer par faire d'autres projets avec ça. Et finalement, il tombe dans des fosses. Et puis finalement, et surtout, encore que quand on parle de l'État, là, on voit que c'est de l'argent fatal. Ah oui, de l'argent gratuit. Malheureusement, on va revenir aux dispositions que l'État également doit prendre pour accompagner les jeunes. Mais revenons à M. Gbossou. M. Gbossou, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Voilà. Par rapport aux garanties, est-ce que les garanties réclamées ou demandées par les banques sont des garanties accessibles à la jeunesse? Non, quand vous parlez de jeunesse, quelqu'un qui n'a encore rien, quelqu'un qui est sorti de l'école et qui veut rentrer dans la vie active, donc on ne peut pas lui parler de garantie. Bon, ça, à moins que ce soit un héritier. Voilà. Maintenant, si les banques parlent de garantie, c'est pour couvrir les risques. Celui qui parle de crédit parle de risque. Oui. Donc, la banque doit se prémunir fortement contre ces risques-là. Voilà que les jeunes ont besoin, en fait, de ce financement-là. Oui. Donc, ça fait une équation à plusieurs inconnus. Vraiment. Donc, on ne peut pas imposer cette garantie-là aux jeunes. Mais la banque, en elle-même, ne se base pas forcément sur les garanties pour octroyer un crédit. Les éléments importants sur lesquels la banque se base en réalité, c'est la rentabilité, les indicateurs de la rentabilité du projet présenté. C'est parfois pour couvrir le risque et c'est éventuel parce que la réalisation d'abord de la garantie n'est pas aussi chose très élevée. Et ça prend du temps. Donc la banque souhaite voir si l'activité existe, s'assume, pas existe. L'activité peut marcher et à travers ces indicateurs, à travers les documents fournis, pour pouvoir financer. Mais si elle parle aujourd'hui de garantie pour la jeunesse, c'est que moi je trouve que c'est normal, mais c'est peut-être l'État qui doit prendre des dispositions pour accompagner ces jeunes qui sont sortis des écoles de formation et qui veulent entreprendre. Monsieur Gbossou, pensez-vous que si les jeunes faisaient la culture du travail ensemble, s'ils s'associaient pour former de grandes coopératives au lieu d'aller individuellement vers les institutions de financement, est-ce que ces coopératives, ces gros regroupements pourraient avoir des chances d'obtenir plus facilement des accompagnements financiers? Oui, monsieur le journaliste, c'est clair. Ce que vous dites là, c'est très clair. Je pense qu'en lieu et place de la confiance, les gens ont fait des idées et puis c'est la méfiance. Sinon, ces jeunes vont se mettre ensemble. Les institutions financières appellent crédit, caution solidaire. Ok, monsieur Alakpata en parlait ici. Crédit, caution solidaire. Et ça se passe au niveau des institutions de microfinance, le système financier décentralisé, qui finance les groupements de femmes. Oui. Mais la banque n'attend pas une garantie matérielle, non. Mais chaque individu est responsable. Vous devez tous payer. On ne dira pas que tel a payé, tel n'a pas payé. Donc chacun est responsable et tout le monde doit tout faire pour que le crédit entier soit en fait remboursé. Ça, la banque, les institutions financières, je vais dire, auront plus confiance à ces groupements-là qu'à des individus. Parce que les crédits individuels ont commis assez d'impayés. Bon, même si au niveau des crédits caution solidaires, il y a aussi des problèmes, mais c'est moindre. Ces problèmes-là sont moindres par rapport à ceux que les banques, les institutions rencontrent quand il s'agit des crédits individuels. D'accord. Ok. Monsieur Alakpata, Alain, voilà, a soulevé tantôt une solution que le financier et l'économiste a trouvé intéressante, mais selon vous, qui est dans la pratique, est-ce que la psychologie béninoise facilite
la coopérative, travailler en coopérative? Que les jeunes se mettent aujourd'hui en coopérative. Je vois que c'est bien, et c'est bien dit, mais c'est un peu compliqué. Mais pourquoi? C'est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui parce que tout le monde n'est pas né avec la même vision, avec la même compréhension. Et c'est difficile, toi, même entre époux et l'épouse. La confiance est déjà compliquée à installer. La confiance est compliquée à installer. Quand tu es venu avec d'autres éducations et l'autre aussi est venu avec autre éducation, ce n'est pas toujours compatible. Hein. Donc du coup, pour rester ensemble comme ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est ce qu'il faut. J'aimerais, c'est un appel que je vais lancer au gouvernement, si on pouvait quand même sensibiliser les jeunes que nous sommes aujourd'hui à se lancer dans ces coopératives, dans ces regroupements, ça serait une très bonne chose. Comment on va les apprendre, comment s'entreprendre dans un groupe donné. On va les apprendre cela. Voilà. Je crois que ça peut faire partie du départ, du décollage des projets de projets de la jeunesse, bien sûr. L'État est un peu comme des pépinières. Voilà. Un peu qu'il faut élever, accompagner. Voilà. Parce que l'autre problème aussi, c'est la disponibilité de la terre. Quand les jeunes décident par exemple de faire de l'agriculture, l'État pourrait mettre à disposition des terres, non? Oui, c'est des propositions que nous pouvons faire à l'État, parce que l'État aussi peut être un peu, entre-temps, un peu peiné. Par exemple, si aujourd'hui la jeunesse que nous avons aujourd'hui n'aime pas aller à la terre, il faut le dire. Beaucoup. Ils vous suivent et ils ne seront certainement pas d'accord avec vous. Ils sont des millions à vous suivre ce matin. La majeure partie de la jeunesse, n'aime pas aller à la terre. C'est ça. Il faut le dire sincèrement. Ils aiment faire quoi? Ils aiment les trucs bureautiques et tout. Je ne suis pas là pour défendre, mais je pense que la société... Son petit établissement, il fait une carte de visite, on met directeur général. Non, la société béninoise évolue et la jeunesse aujourd'hui, ils sont nombreux ces jeunes-là qui s'investissent surtout l'agroalimentaire, mais ils sont nombreux dedans. J'ai vu que ça commence, tu vas voir, tu vois aujourd'hui que tous ceux qui vont aimer l'agriculture aujourd'hui, là, ce n'est rien d'autre que ceux qui ont fait les écoles, les lycées, les trucs là. Ce sont ceux-là que tu peux voir dans ce domaine-là aujourd'hui. Aux États-Unis, au Canada, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça surtout. Tu peux être neutre et tu peux ne pas être ingénieur, agronome, mais tu peux quand même faire de l'agriculture ton métier. Ton métier. Donc du coup, moi j'aimerais, et par rapport au financement dont on a besoin des gages à la banque, moi j'aimerais ajouter aussi, il y a des jeunes parce que je crois que c'est des conditions sine qua non de la banque aujourd'hui. Si tu n'as pas de garantie, ça va être très difficile pour toi. L'éternelle question sera alors où est-ce qu'il trouve les garanties? C'est vrai que vous avez dit, il n'a qu'à faire de petits jobs, il n'a qu'à apprendre à avoir la main et tout. Mais la banque là n'est pas là pour les jeunes alors. Hein? La banque aussi si tu rentres dans une banque, tu as le service, tu auras le service juridique, le service de risque, et ainsi de suite. La banque analyse tout. La banque analyse tout. Du coup, tu as amené ton projet. La banque fait l'analyse de ce projet-là et voit que c'est un bon projet. C'est un bon projet maintenant. Il faudrait, pour donner des lignes, pour donner de la facilité à ce projet-là, il faudrait qu'on s'assure si c'est rentable, comme le disait M. Bosso. Oui, si c'est rentable, non, c'est déjà étudié. On sait déjà que c'est rentable, c'est un bon projet. Maintenant, du coup, il faudrait qu'on analyse maintenant pour voir si, est-ce que dès que, parce qu'il faut toujours ajouter ça, dès que ça pète, comment il faut
Récupérer. Ok. Oui, mais est-ce que la banque devrait être là seulement pour chercher à savoir comment récupérer son argent quand ça pète? Ou bien elle devrait aussi accompagner le promoteur, l'aider à trouver des voies et moyens pour s'en sortir de la noyade qui s'annonce? L'accompagnement, c'est déjà ça, du fait que la banque t'autorise, la banque accepte de t'accompagner. C'est déjà bon, parce que la banque qui est, je vois que le doyen vient de le dire, parce que c'est des sous des contribuables qui récupèrent, d'autres sous. La banque n'est pas là pour les beaux yeux de l'entrepreneur. Et il te passe maintenant, donc il faudra que tu fasses de bon usage. Vraiment. Mais dès que le projet, parce que tu peux présenter un bon projet, un projet mielleux, mais des sous, il y aura d'autres choses. Oui. Mais du coup, il faudrait que la banque s'assure de comment ça peut venir. Mais il y a d'autres atouts. Ils ont mis d'autres... quand on dit... la loi, il y a l'esprit de la loi. Oui, tout à fait. Donc, ils ont quand même donné des mesures d'accompagnement en demandant même des avaliseurs. Si toi, tu es père et c'est ton enfant, tu peux ne pas être père si tu vois que ce que le petit, la jeunesse amène, c'est un bon projet. Et si tu veux l'accompagner, bien sûr, en tant que responsable, si tu veux l'accompagner, tu peux parrainer en étant avaliseur. Tu prends tes sûretés et tu vas maintenant à la banque. Donc, la banque donne ces ouvertures-là quand même pour les avaliseurs. Donc, tu peux avaliser. Le problème, c'est de trouver l'avaliseur qu'il faut. Mais l'avaliseur, c'est plus facile. Êtes-vous prêt, vous qui êtes expérimenté dans le domaine depuis des années, êtes-vous prêt à être avaliseur de ces jeunes-là qui veulent exploiter? Moi, j'en ai déjà avalisé. Donc, quand je le dis, c'est parce que je m'y connais. C'est pour cela que je le dis. Mais ce n'est pas tout le monde que tu peux. Tu vas voir le projet et voir que le projet, c'est un projet rentable et que ça peut aider celui qui a amené le projet vers toi, et du coup tu peux quand même l'aider à le faire. Donc du coup on ne peut pas condamner, on ne peut pas dire que la banque est ainsi de suite, parce que bon, elle est là quand même pour aider aussi. Pour aider et quand même parce que si tu... Mais il faut préciser, elle est là pour aider ceux qui ont des garanties. Mais bien sûr. C'est clair. Si tu n'as pas de garantie, si tu n'as pas de garantie, tu passes à côté. D'accord. Monsieur Bossou, vous êtes toujours avec nous? Je suis là. Voilà, vous suivez la discussion avec monsieur Alakpator. Voilà, maintenant, on a compris. Bon, ça, c'est mon avis à moi. La banque n'est pas là pour tout le monde. La banque est là pour ceux qui ont des garanties, pour ceux qui peuvent porter ou gérer, supporter les risques liés à leurs initiatives, à leurs projets. Quand c'est comme ça, pour vous, économistes, quelle autre source de financement les jeunes doivent trouver aujourd'hui? Vers quelle autre structure ou quel autre moyen de financement ils doivent trouver aujourd'hui pour leur projet? Ok, merci madame. La banque, en fait, c'était déjà clair au début. On sait que la banque exclut une certaine catégorie de clientèle. Oui. Et c'est d'ailleurs à travers les garanties formelles qu'il faut déposer. Et c'est d'ailleurs pourquoi les institutions de microfinance avaient vu le coup. Ok. Donc, quand il y a les institutions de microfinance, qu'on appelait les institutions de microfinance aujourd'hui, système financier décentralisé. Oui. Vers lesquels les jeunes là peuvent tourner pour résoudre leurs problèmes de financement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est totalement favorable. Ok. Et quand je parle d'institutions de microfinance, elles ont aussi leurs conditions. C'est ça. Mais des conditions qui sont beaucoup plus souples que celles de la banque classique à la banque. Donc ça, c'est déjà une source auquel les jeunes là peuvent faire recours, mais toujours avec un projet rentable. Je précise. Projet bien conçu. Bien conçu, ça veut dire que je parle de l'environnement beaucoup de choses. Parce qu'à la banque, il y a des gens qui ont appris, ou bien au niveau des institutions, il y a des banques qui ont appris à étudier le personnel.
c'est-à-dire de ces institutions-là. Beaucoup savent étudier ces projets-là. Beaucoup connaissent l'environnement. Beaucoup connaissent les projets qui sont rentables. Donc, même s'ils amènent un faux projet, les institutions détectent ça aussi très facilement. D'accord. Donc, quand on laisse tomber les institutions de microfinance, on peut parler aussi du marché financier. Ok. Et quand je parle de marché financier, chez nous, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières représentée par les structures, les SGI. Oui, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, il faudrait que désormais, en tant que jeune, on s'habitue en fait à faire structure. Même vous pouvez investir tout ce que vous voulez. C'est pas gros montant forcément. Vous s'habituez déjà au marché financier. Et là, il n'y a même pas le coût d'intermédiation. Ok. Parce que le coût d'intermédiation, c'est aussi que les intérêts sont lourds. C'est-à-dire les intérêts plutôt sont lourds et il est difficile pour un jeune de s'en sortir. Oui. Donc maintenant, lorsque les agents, quand je parle de marché financier directement, il y a contact entre les agents en capacité de financement et les agents à besoin de financement. Ça, on l'a dit. Donc il y a plus d'intérêt ou bien des coûts à supporter pour ces banques-là. Donc on peut faire recours à ces structures, à ce système de financement qu'on appelle financement direct. Voilà, ça c'est le financement direct. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous gardez... À part ça, oui. Le journaliste avait proposé tout à l'heure que les promoteurs se mettent ensemble. Oui. Il faudrait qu'on fasse ce mythe de méfiance là, c'est-à-dire on est méfiant les uns, surtout dans notre environnement béninois. Et cette méfiance-là fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive même véritablement pas à expliquer cette méfiance. Quand on va faire des coopératives, et même cotiser d'abord, pour faire des cotisations à petit feu et attendre, parce que si on cotise, à un moment donné, ça va atteindre un montant qui nous permettra en fait de lancer notre activité sans faire recours à l'emprunt. Et quand on va constituer en fait une certaine garantie, on peut commencer à faire recours à l'emprunt bancaire qui va nous permettre de développer la... Ok, Monsieur Gossou, vous gardez la ligne. Nous allons faire une incursion dans le monde des internautes. Nous avons Monsieur Frédéric Djodjoui qui dit ceci: c'est peut-être un manque de confiance à la personne, à la capacité. Il y a des risques que les banques ne prennent pas. Il arrive que les jeunes se font monter des projets que visiblement eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas gérer. Certains prennent les sous reçus pour aller faire autre chose. Il faut aussi faire remarquer que certains ont des projets bien clairs, bien écrits, avec de grandes capacités de réalisation, mais ils ne trouvent pas d'ouverture. Certains parleront de chance. Que Dieu sauve notre jeunesse, que les plus engagés et sérieux trouvent des portes de sortie honorables. Et un autre intervenant qui dit « Les banques de la place ne sont pas des banques d'investissement. Mieux, les Béninois ne sont pas assurés. » Donc voilà qui peut expliquer la réticence des banques. C'est tellement que les jeunes vont vers des banques qui ne sont pas, qui n'ont pas peut-être cette particularité-là d'assurer ou d'accompagner, de financer les projets. Et quelqu'un qui demande dans le forum, comment alors régler la situation? Voilà, on va poser la question à nos invités sur ce plateau. Voilà. Alors, avant qu'ils ne répondent, il y a une réponse. Quelqu'un dit c'est compliqué à dire, mais ça doit partir de nos universités. Ça, c'est l'économiste Jacques de Sauveau qui répond. C'est-à-dire qu'en accord avec nos universités agricoles, mettre des étudiants en association et les suivre à travers leurs projets. Le gouvernement doit jouer un rôle fort, celui de mettre à disposition la terre. Je pense qu'ils trouveront un mécanisme pour s'assurer du retour sur investissement. Mais voilà. Alors, Monsieur Alakpator, on se dirige déjà vers la fin de cet entretien. Quelle solution on peut trouver, à part celle que vous avez déjà énoncée, pour que la jeunesse puisse s'engager et avoir les financements qu'il faut réellement? Bon, je vois bien que le doyen a parlé de microfinance. Certes, les microfinances aussi, on le règle.
Par exemple, en microfinance, il faudrait que tu aies de cagnotte. Par exemple, si on veut te passer, on veut te faire des emprunts de 10 millions, par exemple, il faudrait que tu aies 2 millions déjà dedans, dans ton compte, avant qu'on ne s'engage dedans. Il y a de ces conditions-là qui se posent. Donc, le problème de financement, il faudrait que l'État a un grand rôle à jouer. Bon, les jeunes, ils peuvent avoir une institution mise en place par l'État. Et si les jeunes ont des projets, ils peuvent ramener ces projets-là, ils peuvent déposer ces projets-là vers ces institutions-là. Et ces institutions-là... Mais je ne vous arrête pas, on le disait depuis qu'il y a déjà eu une telle initiative dans notre pays qui malheureusement n'a pas porté. On a vu comment les jeunes... Ils ont pris l'argent, ils se sont achetés des voitures les sous et puis autres. ils sont partis. Non. Ça veut dire que cette institution-là a été mal tournée. Okay. Mal gérée. D'accord. Parce que quand tu viens vers moi et tu présentes un projet et je prends l'engagement de te passer de l'argent, ça veut dire qu'il y aura des suivis. Un mécanisme de contrôle. Un mécanisme de contrôle. On ne doit pas les laisser à leur compte. Déjà qu'ils reçoivent les sous, ils se disent déjà que la jeunesse d'aujourd'hui aime la bourgeoisie. Donc du coup, quand ils reçoivent l'argent, ils peuvent quand même confondre ces sous-là. Tout comme si c'est au sous de leur poche. Encore qu'ils n'avaient pas de sous dans leur poche. S'ils en avaient, ils ne seraient pas allés chercher l'argent de l'État. S'il n'y a pas de suivi, on aura tous ces résultats-là. D'accord. Donc, les institutions peuvent toujours exister. Mais réaménager. Voilà. D'accord. OK, on nous fait signe déjà qu'on est à la fin. Professeur Bosso, si vous devez conclure. Des propositions? Bon, proposition, j'en ai déjà fait. Oui. Je voudrais souhaiter que l'État aussi prenne d'autres dispositions. Le FNPJ a échoué. Tout ce que la NPE a fait dans ce sens-là, je pense que ça n'a vraiment pas donné. Les résultats escomptés. Mais on ne peut pas dire que tous ces cas-là sont mauvais. Mais il y a aussi le comportement on doit considérer aussi le comportement de ces jeunes-là. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas un diagnostic que je fais, la politisation. Et c'est ça qui fait que parfois, quand les gens prennent les sous, on n'arrive pas à les contrôler. Le monsieur a dit tout à l'heure qu'il faut un mécanisme de contrôle. Voilà que c'est le monsieur qui vous mobilise beaucoup de gens. C'est compliqué en fait. Donc moi, je me suis dit même que l'État peut mettre en place des fonds, mais à la disposition des institutions financières qui ont la capacité, la compétence pour accompagner les jeunes, même si le taux, il y a un taux pratiquement zéro. Mais ils travaillent pour que les fonds puissent rentrer en accompagnant ces jeunes-là dans la mise en œuvre de leur projet. Docteur Bosso, merci d'avoir partagé ces éclairages avec les millions de téléspectateurs, des jeunes qui nous ont suivis ce matin. Merci à vous, Monsieur Alakpator. Je rappelle que vous êtes opérateur économique. Et merci d'avoir partagé vos expériences, vos vécus avec nos téléspectateurs. On vous retrouve très bientôt. Mesdames, Messieurs, ce qui est sûr, si nous avons la possibilité de nous tracasser pour trouver les sous pour l'épargne des Agor, si nous avons la possibilité de nous cotiser pour aller boire, pour aller faire les fêtes, je pense qu'on peut commencer par réfléchir dans le même sens, sauf qu'il faut orienter ces sous-là dans l'entrepreneuriat. C'est bien possible. Madame Danonde, on va marquer une petite pause. Tout à fait, mais moi je retiens quand même de ce débat. Comme l'a dit M. Alakpator, il faut que les jeunes aient le sens de l'humilité pour se rapprocher de ceux qui sont dedans déjà, pour avoir apprendre et se faire un peu d'argent d'abord avant d'aller vers les banques. L'école, c'est une chose, le terrain, c'est autre chose également. Carrément.